Jean-Luc Moreau s'était construit un empire. À 50 ans, il régnait sur un vaste réseau immobilier qui s'étendait aux 4 coins de Paris. Chaque immeuble de grand standing qu'il possédait témoignait de son flair pour les affaires et de son insensibilité aux détresses humaines. Il achetait, rénovait et revendait sans un regard pour les anciens occupants, expulsés sans pitié. Dans les cercles d'affaires, son nom était synonyme de réussite et de pragmatisme. Pour ses employés, il était un homme distant, impénétrable, à l'élégance froide et aux exigences strictes. Sa résidence, une somptueuse demeure située à Neuilly-sur-Seine, incarnait parfaitement son mode de vie. Derrière des grilles imposantes et un portail automatique, la villa s'élevait avec ses façades immaculées, ses larges baies vitrées et son jardin méticuleusement entretenu par des professionnels invisibles. Chaque pièce était décorée avec goût, dans une esthétique moderne et épurée, où le moindre objet semblait avoir été sélectionné pour refléter son statut. Pourtant, malgré tout ce luxe, un silence pesant régnait. Jean-Luc vivait seul. Il n'avait ni épouse ni enfant. Il s'en accommodait, convaincu que les relations humaines étaient une distraction inutile dans son ascension. Les femmes qui avaient traversé sa vie étaient restées à la surface, séduites par son charisme froid, mais rebutées par son incapacité à s'attacher. Il n'avait jamais ressenti le besoin de s'investir émotionnellement. Tout ce qui comptait, c'était le prochain projet, la prochaine transaction, le prochain succès. Dans cette vaste demeure, il y avait pourtant une présence constante, discrète et efficace. Claire Dubois. Employée de maison depuis 5 ans, elle assurait l'entretien de la villa avec un professionnalisme irréprochable. Jean-Luc la connaissait à peine. Il savait qu'elle arrivait tôt le matin et repartait tard le soir. Il savait qu'elle organisait ses affaires avec rigueur, que ses chemises étaient toujours impeccablement repassées, que la cuisine était toujours propre et que les repas étaient toujours préparés avec soin. Mais il ne s'était jamais demandé qui elle était réellement. Claire était une femme d'une 40aine d'années, au visage marqué par le travail et la fatigue. Ses mains portaient les traces d'années de ménage incessant, de lessive et de vaisselle. Elle n'attendait rien de Jean-Luc Moreau, sinon son salaire à la fin du mois. C'était une existence simple, faite de routines répétitives, de journées épuisantes et de sacrifices silencieux. Ce soir-là, Jean-Luc rentra tard. Une réunion, avec des investisseurs chinois, avait duré plus longtemps que prévu, et il en sortait avec un contrat prometteur en poche. Fatigué, il descendit de sa voiture et franchit le seuil de sa demeure. Il n'aimait pas le bruit. Alors il retira ses chaussures dans l'entrée avant de traverser le vaste hall en marbre. Tout était en ordre, comme toujours. Pourtant, en passant devant la cuisine, il remarqua une lumière allumée. Ce détail le surprit. Claire était censée être partie depuis longtemps. Fronçant les sourcils, il poussa la porte et entra. Il s'arrêta net. Devant lui, sur le sol carrelé, Claire dormait, recroquevillée contre un placard. Son tablier était encore noué autour de sa taille, et ses chaussures fatiguées gisaient à côté d'elle. Sa tête reposait sur son bras replié, comme si elle s'était effondrée de fatigue avant d'avoir pu se mettre au lit. Jean-Luc observa la scène, interdit. Il n'avait jamais pris conscience du poids de son travail. Il n'avait jamais envisagé qu'elle puisse être épuisée au point de s'endormir là, sur le sol dur de la cuisine. Une gêne grandit en lui, mais il ne savait pas comment réagir. D'ordinaire, il aurait simplement ignoré ce genre de scène, la reléguant à un problème qui ne le concernait pas. Pourtant, ce soir-là, quelque chose en lui vacilla. Il s'approcha lentement et observa les traits tirés de Claire. Elle paraissait si vulnérable ainsi, bien loin de l'image professionnelle et discrète qu'elle arborait chaque jour. Un frisson d'inconfort le traversa. Il réalisa qu'il ne savait presque rien d'elle. Où dormait-elle normalement? Pourquoi était-elle là, au sol, et non dans un lit? Sans bruit, il recula et sortit de la cuisine. Il monta les escaliers et se laissa tomber dans son fauteuil en cuir dans son bureau. Pour la première fois depuis des années, il se sentit troublé par autre chose que le travail. Jean-Luc passa une nuit agitée. L'image de Claire endormie sur le sol de la cuisine ne quittait pas son esprit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait son visage marqué par la fatigue, ses mains abîmées, son corps recroquevillé contre le froid du carrelage. Il tenta de chasser ses pensées, se répétant que cela ne le concernait pas, qu'il n'avait aucune responsabilité dans cette situation. Mais le malaise persistait.
sournois, insistant. Au matin, lorsqu'il descendit pour prendre son café, il s'attendait à trouver Claire dans la cuisine, comme d'habitude, affairée à préparer son petit déjeuner. Mais la pièce était vide. La table était impeccablement dressée, les couverts alignés avec une précision chirurgicale, et une tasse fumante de café trônait à sa place habituelle. Tout semblait normal, mais quelque chose clochait. Il hésita un instant avant de s'avancer et de s'asseoir. Une feuille de papier reposait près de son assiette. « Monsieur Moreau, je vous prie de m'excuser pour hier soir, ce n'était pas professionnel de ma part. Cela ne se reproduira pas, Claire. » Aucune explication supplémentaire, aucune justification, simple, directe, effacée. Comme si elle s'excusait d'avoir montré un signe de faiblesse, d'avoir laissé entrevoir une faille dans son masque d'efficacité. Jean-Luc serra les lèvres. Il posa le mot sur la table et porta sa tasse à ses lèvres. Mais le café avait un goût amer, plus amer que d'habitude. La journée passa sans qu'il ne croise Claire. Il passa ses heures entre réunions et négociations, s'efforçant de se concentrer sur ses affaires. Il voulait croire que tout était redevenu comme avant. Mais lorsqu'il rentra ce soir-là, il trouva la maison plongée dans un silence plus pesant encore. Claire était là, bien sûr, mais elle semblait plus discrète que jamais, évitant soigneusement son regard. Ce manège dura plusieurs jours. Jean-Luc s'efforçait de ne pas y penser, mais quelque chose le travaillait. L'image de Claire épuisée sur le sol revenait sans cesse le hanter. Ce n'était pas normal. Une employée de maison ne devait pas être à ce point exténuée. Il n'avait jamais pris la peine de se demander combien d'heures elle travaillait, réellement, ni même où elle vivait. Il n'avait jamais prêté attention à elle parce que dans son monde, les domestiques étaient des ombres silencieuses, invisibles, mais il ne pouvait plus l'ignorer. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que d'habitude, il surprit Claire en train de ranger la buanderie. Il s'arrêta à l'entrée et l'observa en silence. Elle ne l'avait pas vu. Ses gestes étaient mécaniques, précis, mais ses épaules étaient voûtées, son pas traînant. « Claire !» Elle sursauta violemment et se retourna, les yeux écarquillés. Il ne lui avait jamais adressé la parole autrement que pour donner des instructions. « Joyeux monsieur !» Il hésita. Il ne savait pas comment poser la question sans que cela paraisse incongru. Il n'avait jamais eu à s'inquiéter du bien-être de quelqu'un d'autre que lui-même. « Vous travaillez combien d'heures? Par jour ?» Claire fronça légèrement les sourcils, visiblement surprise par la question. « Je commence à 6 heures et je termine vers 20 heures, parfois plus tard, » répondit-elle prudemment. « 20 heures. » Il fit rapidement le calcul. Plus de 14 heures par jour sans compter le temps de trajet. « Et où habitez-vous » Elle sembla hésiter, comme si elle craignait que cette conversation ne soit un piège. « J'ai un logement en banlieue, monsieur. »« Loin d'ici » Elle hocha la tête. « Oui, je prends 2 bus et un train pour rentrer. » Jean-Luc sentit une vague d'inconfort l'envahir. Il n'avait jamais envisagé ce que signifiait ce rythme pour elle. « Et hier soir, pourquoi vous êtes-vous endormi dans la cuisine ?» Il vit une lueur de panique traverser son regard. Elle détourna les yeux. « J'ai raté le dernier train, murmura-t-elle. » Un silence s'installa. Il comprit. Elle avait travaillé si tard qu'elle n'avait pas pu rentrer chez elle. Elle n'avait eu d'autre choix que de dormir là où elle le pouvait, sans oser lui demander la permission. Jean-Luc resta figé. Il ne savait pas quoi dire. Lui qui vivait dans le luxe absolu, qui possédait des dizaines d'appartements vides qu'il refusait de louer à des prix abordables, venait de prendre conscience d'une vérité qui le dérangeait profondément. Sans un mot, il tourna les talons et quitta la pièce. Ce soir-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Jean-Luc Moreau n'aimait pas les remises en question. Toute sa vie, il s'était appliqué à éviter les distractions émotionnelles, à ne jamais s'attarder sur ce qui pourrait freiner son ascension. Pourtant, depuis cette conversation avec Claire, une sensation étrange le hantait. Ce n'était pas de la culpabilité. Il n'avait jamais pensé devoir se sentir coupable d'avoir du succès, mais plutôt un trouble, une irritation, sourde face à quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. Durant les jours qui suivirent, il observa Claire différemment. Il remarqua des choses qui, auparavant, lui semblaient insignifiantes. La manière dont elle massait ses poignets fatigués après avoir récuré les sols, la discrétion avec laquelle elle mangeait ses repas debout, comme si elle ne voulait pas perdre de temps. La façon dont elle évitait son regard lorsqu'il passait à côté d'elle. Elle n'attendait rien de lui, et c'était précisément cela qui le troublait.
Un soir, après une longue journée de travail, Jean-Luc rentra chez lui plus tôt que prévu. Il entra dans le grand salon, où la lumière tamisée projetait des ombres élégantes sur les murs décorés avec goût. Il s'arrêta un instant, perdu dans ses pensées. Puis, sans vraiment réfléchir, il prit son téléphone et appela son assistante. « Véronique, trouvez-moi un appartement dans Paris, quelque chose de petit mais fonctionnel. » Un silence perplexe s'installa à l'autre bout du fil. « Un appartement, monsieur. »« Pour vous ?»« Non. Pour Claire Dubois. » Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus supporter l'idée qu'elle passe ses nuits sur un sol dur, simplement parce qu'il ne s'était jamais posé la question de ses conditions de vie. Le lendemain matin, Claire trouva une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, un trousseau de clés et une adresse. Elle fronça les sourcils puis leva les yeux vers Jean-Luc, qui l'observait bras croisés. « C'est un appartement dans le 15e, » déclara-t-il d'un ton neutre. « Il est meublé. Vous n'aurez plus besoin de faire 2 heures de trajet par jour. » Claire resta immobile, son regard oscillant entre lui et les clés. « Je ne peux pas accepter, monsieur. » Il s'attendait à cette réaction. Il savait qu'elle refuserait par principe. « Ce n'est pas un cadeau, dit-il calmement. Considérez cela comme un logement de fonction. Vous pourrez y rester tant que vous travaillez ici. » Elle ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. Elle tenait les clés entre ses doigts, comme si elles étaient brûlantes. Pourquoi? Jean-Luc n'avait pas de réponse claire à lui donner. Parce que c'est ce qui me semble juste. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux vers les clés, les fit tourner doucement entre ses doigts, puis les serra dans sa paume. « Merci, » murmura-t-elle enfin. Ce fut tout. Jean-Luc hocha la tête et quitta la pièce. Mais à partir de ce jour, quelque chose en lui commença à changer. Les jours passèrent, et Jean-Luc tenta de reprendre son quotidien habituel. Il pensait que, maintenant que Claire avait un logement convenable, cette étrange sensation de malaise disparaîtrait. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Au contraire, il se surprenait à y penser plus qu'il ne l'aurait voulu. Il ne comprenait pas pourquoi cet événement, en apparence insignifiant, l'affectait autant. Toute sa vie, il avait fonctionné selon des règles simples. Travailler, accumuler, avancer. Il n'avait jamais pris le temps de s'intéresser aux autres, et cela lui avait réussi. Alors pourquoi ce léger écart dans sa manière d'agir lui laissait-il un goût si étrange en bouche? Un matin, alors qu'il prenait son café dans le silence habituel de la maison, il vit Claire entrer dans la pièce. Il s'attendait à ce qu'elle fasse comme d'habitude. Un bref salut, puis elle se mettrait au travail. Mais cette fois, elle hésita, comme si elle pesait ses mots avant de parler. « L'appartement est parfait, monsieur. Merci encore. » Il releva la tête, surpris. Ce n'était pas dans ses habitudes de recevoir des remerciements personnels. Il hocha simplement la tête. « Tant mieux. » Elle resta là une seconde de plus, puis, avec un léger sourire, elle retourna à ses tâches. Ce sourire le troubla, pas parce qu'il était séduisant ou inhabituel, mais parce qu'il contenait quelque chose qu'il n'avait jamais cherché à obtenir, une reconnaissance sincère, dénuée d'intérêt. Ce jour-là, au bureau, il se surprit plusieurs fois à perdre le fil de ses pensées. Ses associés discutaient de la prochaine acquisition d'un immeuble en périphérie, un projet juteux qui impliquait de reloger plusieurs familles vivant dans des appartements vétustes. D'ordinaire, il aurait signé les documents sans réfléchir, mais cette fois-ci, il ressentit un léger blocage. Reloger. Un mot qu'il n'avait jamais considéré sous un angle humain. Ce n'étaient pas des chiffres, mais des personnes. Des gens comme Claire, peut-être. Des travailleurs discrets qui s'épuisaient à survivre pendant que lui empilait les zéros sur son compte en banque. L'idée le dérangea profondément. Le soir, alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Claire n'était pas encore partie. Il la trouva dans le salon, debout devant la grande baie vitrée, son téléphone à l'oreille. Son visage était tendu et sa voix basse, mais empreinte d'inquiétude. « Oui, j'ai compris. D'accord, non, ne t'en fais pas, je vais trouver une solution. » Elle raccrocha et en se retournant, sursauta en voyant Jean-Luc dans l'encadrement de la porte. « Désolé, » murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. « Un problème ?» Elle hésita, visiblement mal à l'aise à l'idée de lui parler de ses affaires personnelles. « Rien de grave, c'est juste ma sœur. Elle a des soucis avec son propriétaire. » Jean-Luc croisa les bras. « Quel genre de soucis ?» Elle baissa les yeux. «
Il veut augmenter le loyer de manière absurde. Elle ne pourra pas payer. Elle a 3 enfants. Jean-Luc n'avait pas besoin de plus de détails pour comprendre la situation. C'était une pratique courante dans le monde de l'immobilier. On augmentait les loyers pour forcer les locataires à partir, puis on rénovait et revendait à un prix plus élevé. C'était exactement le genre de manœuvre qu'il avait orchestré toute sa carrière. Mais ce soir-là, il ne se sentit pas à l'aise avec cette idée. « Qui est son propriétaire » demanda-t-il. Claire releva la tête, étonnée. « Pourquoi » ? Juste par curiosité. Elle hésita puis lui donna un nom. Jean-Luc le reconnut immédiatement. C'était un investisseur avec qui il avait déjà collaboré par le passé, un homme aussi impitoyable que lui. Il ne répondit rien, mais cette conversation le suivit jusque dans son bureau. Il s'assit à son bureau, alluma son ordinateur et ouvrit ses dossiers. En quelques clics, il retrouva le nom de l'immeuble où vivait la sœur de Claire. Il analysa les transactions en cours, les projets de rénovation, puis il tomba sur un document qui attira son attention, un projet d'achat. Le propriétaire actuel cherchait à vendre l'immeuble et il était déjà en négociation avec un autre investisseur. Une idée germa dans son esprit. Il pourrait l'acheter. Il ferma son ordinateur et se massa les tempes. Pourquoi faisait-il ça? Pourquoi se souciait-il du sort d'une inconnue? Mais il savait déjà la réponse. Parce que pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas être du côté de ceux qui broyèrent les autres. Jean-Luc Moreau n'était pas un homme impulsif. Chaque décision qu'il prenait était soigneusement calculée, pesée, optimisée, pour maximiser ses profits. Mais ce soir-là, alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur, quelque chose en lui refusa de suivre la logique froide qui l'avait guidé toute sa vie. Il fit défiler une dernière fois les informations sur l'immeuble où vivait la sœur de Claire. Tout indiquait que la vente était imminente. Le propriétaire cherchait à se débarrasser du bâtiment pour en tirer un dernier bénéfice avant qu'il ne perde de la valeur sur le marché. Jean-Luc savait que s'il agissait vite, il pouvait devancer l'acheteur actuel et s'emparer de la transaction. Il hésita encore. Pourquoi faisait-il cela? Ce n'était pas dans son intérêt. Acheter un immeuble pour préserver ses locataires au lieu de les expulser était un non-sens financier. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à l'ignorer. Avant de pouvoir changer d'avis, il saisit son téléphone et composa un numéro. « Véronique », lança-t-il d'une voix maîtrisée, « trouvez-moi le contact du propriétaire de l'immeuble de la rue Saint-Martin. Dites-lui que je veux faire une offre immédiatement. » Il raccrocha avant que son assistante ne puisse poser de questions. Le lendemain matin, il reçut un appel confirmant que le propriétaire était prêt à négocier. Ils se rencontrèrent dans un café discret, loin des bureaux luxueux où Jean-Luc avait l'habitude de conclure ses affaires. « Jean-Luc Moreau en personne », dit l'homme en s'asseyant en face de lui, un sourire satisfait aux lèvres. « Je ne m'attendais pas à vous voir intéressé par cette ruine. »« Je veux l'immeuble », répondit Jean-Luc sans détour. Le propriétaire haussa un sourcil amusé. « Vous êtes sûr ? Il n'a rien de rentable en l'état. La moitié des locataires ne peuvent même pas payer à temps. Mon offre est au prix du marché, pas besoin de négocier. » L'homme le fixa, surpris, par son absence d'hésitation. « Très bien, alors, je vous envoie les documents dans la journée. » Jean-Luc hocha la tête, serra la main du vendeur et quitta les lieux. Il ne ressentit pas l'excitation habituelle qui accompagnait une transaction réussie. Pas d'adrénaline, pas de satisfaction d'avoir fait une bonne affaire. Juste une étrange sensation de calme. Le soir même, en rentrant chez lui, il trouva Claire dans la cuisine occupée à ranger la vaisselle. « Claire », elle se retourna surprise. « Oui, monsieur. » Jean-Luc prit une inspiration. « J'ai acheté l'immeuble où vit votre sœur. » Elle cligna des yeux, l'air déconcerté. « Quoi ? Elle ne sera pas expulsée. Je vais maintenir les loyers au même prix et effectuer les rénovations nécessaires sans éviction. » Claire resta figée. Pendant un instant, elle parut chercher ses mots, comme si elle doutait d'avoir bien entendu. Mais pourquoi? Jean-Luc n'avait pas de réponse simple. Il aurait pu dire qu'il s'agissait d'un investissement à long terme, qu'il voyait un potentiel dans l'immeuble, qu'il faisait cela pour tester une nouvelle stratégie immobilière. Mais il savait que ce serait faux. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il dit simplement la vérité, parce que c'est la bonne chose à faire. Claire le fixa, incrédule. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage. Un sourire différent de tous ceux qu'il avait vus auparavant. Un sourire sincère, reconnaissant, presque bouleversé.
Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante. Jean-Luc hocha la tête, mal à l'aise. Il n'était pas habitué à recevoir de la gratitude pour autre chose que ses performances professionnelles. Mais ce soir-là, pour la première fois, il se sentit un peu plus humain. Jean-Luc Moreau ne s'était jamais considéré comme un homme sentimental. Son monde était fait de chiffres, de contrats et de négociations, et il n'avait jamais ressenti le besoin de remettre en question sa manière de vivre. Mais depuis qu'il avait pris cette décision impulsive, acheter l'immeuble pour empêcher l'expulsion de la sœur de Claire, il sentait quelque chose bouger en lui, comme une fissure dans une armure qu'il croyait indestructible. Le plus troublant, c'était que cette décision ne l'avait pas ruiné. Mieux encore, il réalisait que préserver les locataires et effectuer des rénovations intelligentes pouvait être une approche rentable sur le long terme. Mais au fond, ce n'était pas l'aspect financier qui le préoccupait. Ce qui le hantait, c'était ce nouveau regard que Claire posait sur lui. Un regard qui n'était plus neutre, ni distant, mais empreint d'une sorte de respect sincère. Les jours passèrent, et il s'aperçut que son quotidien n'était plus exactement le même. Il prêtait plus d'attention aux employés de son entreprise, aux dossiers qu'il signait sans les lire en détail. Il commença à poser des questions auxquelles il ne s'était jamais intéressé auparavant. Un soir, alors qu'il dînait seul dans sa vaste salle à manger, il surprit Claire en train de ranger les assiettes avec un soin habituel. Sans vraiment réfléchir, il brisa le silence. « Votre sœur s'en sort ?» Claire releva la tête, visiblement surprise qu'il relance le sujet. « Oui, beaucoup mieux. » Elle était paniquée à l'idée de devoir déménager avec les enfants. Maintenant, elle respire un peu. Jean-Luc hocha la tête, puis, après un instant d'hésitation, il ajouta « Et vous ?» Claire sembla déconcertée par la question. « Moi ? Vous vivez mieux depuis que vous êtes plus proche ?» Elle sourit légèrement. « Oui, finir ma journée sans avoir 2 heures de transport à faire, c'est un luxe. » Jean-Luc sentit une pointe d'ironie dans ses mots, mais ce n'était pas un reproche. « Un luxe que je n'avais jamais envisagé, » murmura-t-il pour lui-même. Claire l'observa un instant, puis reprit son travail sans insister. Ce soir-là, Jean-Luc ne put s'empêcher de se poser une question qui ne l'avait jamais effleuré auparavant. Combien de vies avaient été affectées par ces décisions, sans qu'ils ne s'en rendent compte? Combien de familles avaient été déplacées? Combien de travailleurs avaient dû s'épuiser comme Claire pour survivre, simplement parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de regarder au-delà des chiffres? Il se leva, marcha jusqu'à la grande baie vitrée et observa la ville qui s'étendait devant lui. Paris brillait de 1000 feux, mais dans l'ombre des immeubles luxueux qu'il possédait, combien de personnes souffraient en silence? Cette pensée le hanta bien plus qu'il ne l'aurait voulu, et pour la première fois, il sentit que sa façon de voir le monde était en train de changer. Jean-Luc Moreau ne dormait plus aussi bien qu'avant. Chaque soir, en s'allongeant dans son lit parfaitement ordonné, il ressentait un poids sur la poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, du moins c'est ce qu'il se répétait, mais une conscience nouvelle qui le hantait, comme si un voile qu'il avait toujours gardé devant les yeux venait de tomber. Il passait désormais plus de temps à étudier les dossiers de ses acquisitions passées. Il fouillait dans ses archives, retrouvant des noms, des adresses, des projets qu'il avait menés sans jamais se soucier des conséquences humaines. Et plus il creusait, plus il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait ignoré. Un après-midi, alors qu'il était dans son bureau, Véronique, son assistante, entra avec une pile de documents à signer. Elle le connaissait depuis des années et savait qu'il détestait être dérangé pour des futilités. Pourtant, ce jour-là, elle hésita avant de poser les dossiers sur son bureau. « Tout va bien, monsieur Moreau ?» Jean-Luc releva les yeux vers elle, surpris par la question. Pourquoi cette question? Elle sembla chercher ses mots. « Disons que vous n'êtes plus tout à fait le même ces derniers temps. » Il fronça légèrement les sourcils. « Comment ça ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Avant, vous signiez tout sans poser de questions. Depuis quelques semaines, vous lisez chaque ligne. Vous posez des questions sur les locataires, sur les impacts sociaux de nos projets. Vous avez refusé 2 acquisitions que vous auriez acceptées sans hésiter avant. » Jean-Luc ne répondit rien. Il n'avait pas pris conscience de ces changements, mais elle avait raison. Véronique, qui connaissait son patron mieux que personne, osa alors une remarque qu'aucun autre employé n'aurait osé formuler. « Si je peux me permettre, monsieur, on dirait que vous commencez à vous soucier des gens. »
Il la fixa un instant, puis baissa les yeux vers les documents devant lui. « Vous devriez retourner travailler, Véronique. » Elle comprit qu'elle était allée trop loin et sortit sans insister. Mais ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Jean-Luc. Plus tard, en rentrant chez lui, il trouva Claire assise dans le petit salon, une tasse de thé entre les mains. Il ne l'avait jamais vue là, comme si cet espace lui avait toujours été interdit. Lorsqu'elle le vit, elle se leva aussitôt. « Désolé, je voulais juste me reposer un instant avant de partir. » Il s'approcha et observa la tasse, encore fumante. « Vous avez tout à fait le droit de vous asseoir ici. » Claire sembla surprise par sa réponse, mais elle ne répondit rien. Jean-Luc hésita, puis demanda d'un ton qui se voulait détaché. « Si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie, ce serait quoi ?» Claire haussa un sourcil, visiblement déconcertée par la question. « Dans ma vie ? Oui, si vous aviez le choix. » Elle réfléchit un instant, puis haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être avoir plus de temps. Du temps pour moi, pour ma famille. » Jean-Luc hocha la tête lentement. Le temps, il resta pensif, et Claire, mal à l'aise face à son silence, murmura un au revoir avant de partir. Mais ce soir-là, il comprit quelque chose d'essentiel. L'argent ne compensait pas tout. Il pouvait donner un logement, empêcher une expulsion, mais il ne pouvait pas racheter le temps perdu, ni effacer les injustices du passé. Et pour la première fois, il se demanda s'il était prêt à faire plus que de simples gestes isolés. Jean-Luc Moreau avait toujours cru que sa réussite reposait sur sa capacité à ignorer ce que d'autres appelaient des considérations humaines. Les émotions, la morale, les dilemmes éthiques n'avaient jamais eu leur place dans ses affaires. Pourtant, il réalisait maintenant qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. Quelque chose en lui s'était fissuré et il ne pouvait plus feindre l'ignorance. Il se mit à repenser à tous les immeubles qu'il avait achetés, rénovés et revendus, aux centaines de locataires qui avaient dû partir, aux quartiers qu'il avait contribué à transformer en zones inaccessibles pour ceux qui y vivaient depuis toujours. Avant, cela lui semblait normal, une simple mécanique économique. Mais à présent, il voyait les visages derrière les chiffres. Une idée commença à germer dans son esprit. Une idée insensée, contraire à tout ce qu'il avait toujours prôné. Le lendemain matin, il convoqua une réunion avec son conseil de direction. Ses principaux associés, des hommes et des femmes aussi pragmatiques que lui l'avait toujours été, s'installèrent autour de la table de conférence, prêts à discuter des prochains investissements. Mais Jean-Luc coupa court aux formalités. « Nous allons changer notre stratégie d'investissement. » Un silence perplexe s'installa dans la salle. « Comment ça, changer ?» demanda l'un des directeurs financiers, visiblement inquiet. Jean-Luc se leva et marcha lentement jusqu'à la baie vitrée qui donnait sur tout Paris. « Nous avons toujours cherché à maximiser nos profits en rachetant des immeubles, en augmentant les loyers et en attirant une clientèle plus aisée, poursuivit-il d'un ton mesuré. Ça a fonctionné, mieux que bien, mais à quel prix ? Les regards échangés dans la salle étaient sceptiques. Certains semblaient inquiets, d'autres méfiants. « Où voulez-vous en venir, Jean-Luc » demanda son associé principal. Marc Delattre, un homme qui partageait son pragmatisme et sa froideur depuis des années. Jean-Luc inspira profondément, avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. « Je veux que nous investissions autrement. Je veux que nous rénovions nos biens sans expulser les locataires, que nous stabilisions les loyers, au lieu de les faire exploser. Je veux que nous arrêtions de traiter l'immobilier comme un simple marché spéculatif et que nous commencions à agir de façon plus responsable. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce, puis un éclat de rire sarcastique s'éleva. « C'est une blague » lança l'un des directeurs. « Vous nous demandez de renoncer à des millions au nom de... De quoi au juste ?» Jean-Luc se retourna et planta son regard froid dans celui de l'homme. « Au nom du bon sens. » Marc Delattre croisa les bras, son expression dure. « Jean-Luc, tu es un génie des affaires. Mais ce que tu proposes, c'est du suicide financier. Si nous ne montons pas les prix, d'autres le feront à notre place. »« Peut-être, » admit Jean-Luc. « Mais ça ne veut pas dire que nous devons continuer à agir comme si les gens n'étaient que des chiffres sur un bilan comptable. Tu es en train de ruiner tout ce que nous avons construit, » siffla un autre associé. Jean-Luc observa les visages autour de lui. La résistance était forte, mais il s'y attendait. Il avait passé toute sa vie à bâtir un empire sur des principes qu'il rejetait aujourd'hui. « Ceux qui veulent partir sont libres de le faire, déclara-t-il calmement. « Mais moi, je ne peux plus continuer comme avant. »
Un silence tendu s'ensuivit, puis lentement certains se levèrent, visiblement furieux, et quittèrent la salle. Jean-Luc les regarda partir sans ciller. Il venait de faire le premier pas vers un changement radical. Il ne savait pas encore où cela le mènerait, mais pour la première fois il se sentait en paix avec lui-même. Le lendemain de la réunion, Jean-Luc sentit les premières secousses de ce qu'il avait déclenché. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Investisseurs inquiets, actionnaires furieux, partenaires qui exigeaient des explications. Son audacieuse décision de restructurer ses investissements en faveur d'une approche plus responsable était perçue comme une hérésie dans le milieu de l'immobilier. Marc Delattre, l'un de ses plus anciens associés, demanda un rendez-vous en urgence. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret du centre de Paris. « Jean-Luc, » commença Marc d'un ton tranchant, « il faut que tu reviennes à la raison. » Jean-Luc haussa un sourcil. « Je suis parfaitement lucide, au contraire. » Marc le fixa incrédule. « Tu es en train de saboter tout ce que nous avons construit. Les investisseurs paniquent. Certains commencent déjà à retirer leur argent. Si tu continues sur cette voie, ton empire va s'effondrer. » Jean-Luc prit une gorgée de son café imperturbable. « Si mon empire repose uniquement sur l'exploitation des plus vulnérables, alors peut-être qu'il mérite de s'effondrer. » Marc éclata d'un rire sec, amer. « Tu n'es plus toi-même, Jean-Luc. Avant, tu étais un tueur. Tu étais l'homme qui voyait toujours 3 coups d'avance. Et maintenant, quoi? Tu veux jouer au philanthrope ?» Jean-Luc posa sa tasse et planta son regard dans celui de son ancien ami. « Je ne veux pas jouer. Je veux juste être capable de me regarder dans un miroir sans avoir l'impression d'être un vautour. » Marc secoua la tête, se leva et lança « Avant de partir, dans 6 mois, tu ne seras plus rien. » Jean-Luc resta assis quelques instants après son départ. Il savait que Marc n'avait peut-être pas tort. Les semaines suivantes furent une descente aux enfers. Plusieurs actionnaires vendirent leur part, les médias commencèrent à s'intéresser à cette soudaine crise au sein de son empire, et les investisseurs qui l'avaient soutenu pendant des années prirent leur distance. Les banques, méfiantes, commencèrent à reconsidérer leur crédit. Jean-Luc était conscient du risque, mais il n'avait pas imaginé l'ampleur de la tempête. Un soir, alors qu'il était dans son bureau, il reçut un appel de Véronique. « Monsieur Moreau, je suis désolé, mais une offre de rachat hostile vient d'être déposée sur votre groupe. » Jean-Luc ferma les yeux un instant. Il savait que cela finirait par arriver. Qui est derrière? Un silence. Marc Delattre. Jean-Luc esquissa, un sourire ironique, bien sûr. « Merci, Véronique. » Il raccrocha et s'adossa à son fauteuil. Il pouvait se battre, engager des avocats, tenter de négocier. Mais la vérité était là. Son ancien monde était en train de s'effondrer et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Ce soir-là, il prit une décision. Il n'allait pas lutter pour sauver son empire. Il allait le reconstruire autrement. Jean-Luc Moreau n'était pas un homme qui abandonnait. Toute sa vie, il avait bâti son empire en prenant des décisions froides et calculées, en anticipant chaque coup de ses concurrents. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une simple bataille financière. C'était une guerre contre lui-même, contre l'homme qu'il avait été, contre le système qu'il avait contribué à nourrir. Il passa les jours suivants à préparer sa riposte. Il savait que Marc Delattre et les autres actionnaires dissidents voulaient le forcer à vendre ses parts pour reprendre le contrôle de son entreprise et revenir à une stratégie purement spéculative. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Jean-Luc avait déjà pris sa décision. Il n'allait pas simplement défendre ce qu'il avait construit, il allait tout réinventer. Il convoqua une réunion exceptionnelle avec les derniers partenaires de confiance qui lui restaient. La tension était palpable lorsqu'il entra dans la salle de conférence. Certains visages affichaient de la nervosité, d'autres de la curiosité. « Vous connaissez tous la situation », commença-t-il d'un ton calme mais ferme. « Mon choix de transformer notre approche a provoqué des remous. Certains ont fui, d'autres ont attaqué. Peu importe. » Il marqua une pause, scannant la salle du regard. « Je ne vais pas me battre pour conserver cette entreprise dans son état actuel. Au contraire, je vais la céder. » Un murmure surpris parcourut la pièce. « Mais avant cela, je vais en extraire l'essence. Tout ce que nous avons appris, toutes les compétences que nous avons développées, nous allons les mettre au service d'un projet différent. » Un de ses collaborateurs prit la parole. « Que voulez-vous dire exactement ?» Jean-Luc inspira profondément. « Je vais créer un nouveau fonds d'investissement immobilier. Un fonds qui privilégiera la réhabilitation sans expulsion,
qui soutiendra des logements accessibles au lieu de les transformer en biens de luxe inaccessibles. Le choc était évident. Certains le regardaient comme s'il avait perdu la tête. « C'est insensé », lança une femme à sa droite. « Qui voudrait investir dans un projet pareil ?» Jean-Luc sourit légèrement. Ceux qui comprennent que l'immobilier peut être rentable sans être prédateur. Ceux qui voient plus loin que le profit immédiat. Le silence tomba dans la salle. Certains semblaient intrigués, d'autres perplexes. « Je ne vous force à rien », ajouta Jean-Luc. « Ceux qui veulent partir peuvent le faire. Mais ceux qui veulent bâtir quelque chose de différent avec moi, c'est le moment de choisir. » Un à un, les regards changèrent. Une lueur d'intérêt s'alluma chez certains, tandis que d'autres détournèrent les yeux, incapables d'imaginer une telle transformation. Lorsqu'il quitta la salle, il savait qu'il avait semé une graine. Le combat ne faisait que commencer. Jean-Luc Moreau savait que reconstruire était plus difficile que détruire. Depuis qu'il avait annoncé son intention de créer un fonds immobilier éthique, il faisait face à un mur d'incompréhension. Dans le monde des affaires, sa décision était perçue comme un suicide financier. Les anciens associés qui l'avaient abandonné regardèrent son projet avec mépris, persuadés qu'il finirait ruiné en quelques mois. Mais Jean-Luc ne se laissa pas décourager. Il savait que le véritable défi n'était pas d'expliquer son idée à ceux qui refusaient de l'écouter, mais de prouver qu'il était possible de faire autrement. Il passa les semaines suivantes à chercher des investisseurs. C'était une tâche ardue. La plupart des fonds traditionnels fuyaient un modèle qui ne promettait pas des rendements rapides et agressifs. Pourtant, à force de persévérance, il trouva des interlocuteurs intéressés. Des entrepreneurs, des philanthropes, des sociétés à impact social qui cherchaient à concilier rentabilité et responsabilité. Un soir, alors qu'il rentrait d'une longue journée de négociations, il trouva Claire dans la cuisine, en train de préparer une tisane. « Vous travaillez encore ?» demanda-t-il en posant sa veste sur le dossier d'une chaise. Elle sourit légèrement. « Vieille habitude, je suppose. » Jean-Luc l'observa un instant. Depuis qu'il lui avait trouvé un logement et aidé sa sœur, leur relation avait changé. Elle n'était plus une simple employée invisible. Il s'était surpris plusieurs fois à discuter avec elle comme il ne l'avait jamais fait avec personne. Il s'assit en face d'elle, croisa les bras et lança « Dites-moi sincèrement, vous pensez que je suis fou ?» Claire haussa un sourcil amusé. « Parce que vous voulez transformer l'immobilier pour qu'il soit plus juste, parce que je jette aux orties tout ce que j'ai construit. » Elle le fixa un instant avant de répondre. « Peut-être que ce que vous aviez construit n'avait pas autant de valeur que ce que vous construisez maintenant. » Jean-Luc resta silencieux. « Vous étiez riche, continua-t-elle, puissant, intouchable, mais je ne crois pas que vous étiez heureux. » Il ne répondit pas, parce qu'au fond, elle avait raison. Quelques jours plus tard, il obtint sa première victoire. Un groupe d'investisseurs accepta de soutenir son projet, convaincu par sa vision. Ce n'était pas encore suffisant pour rivaliser avec les géants de l'immobilier, mais c'était un début. Jean-Luc savait qu'il n'avait plus d'autre choix que d'avancer. Il avait brûlé les ponts derrière lui. Désormais, il ne restait plus qu'un chemin, celui qu'il était en train d'inventer. Le jour où Jean-Luc Moreau signa l'acte final de cession de son ancienne entreprise, il sentit un poids s'envoler de ses épaules. Il savait qu'il venait de tourner une page définitive. L'empire qu'il avait bâti avec froideur et détermination ne lui appartenait plus. Son nom serait bientôt effacé des documents officiels, remplacé par celui de Marc Delattre et de ses anciens associés, qui se réjouissaient déjà de redonner à l'entreprise son orientation traditionnelle. Mais Jean-Luc ne regarda pas en arrière. Dès le lendemain, il plongea corps et âme dans la mise en place de son nouveau fonds immobilier. Il passa ses journées à rencontrer des architectes, des urbanistes, des associations locales, tous ceux qui pouvaient l'aider à construire un modèle différent. Ses anciens contacts financiers le prenaient pour un idéaliste perdu, mais peu importait. Il savait que les vraies révolutions ne se faisaient pas en un jour. Un soir, alors qu'il dînait chez lui, Claire entra dans la salle avec une bouteille de vin à la main. « Vous avez quelque chose à fêter ?» demanda-t-il intrigué. Elle sourit et posa la bouteille sur la table. « J'ai appris que vous avez trouvé votre premier immeuble à rénover sous votre nouveau modèle. » Jean-Luc haussa un sourcil. « Qui vous a dit ça? Vous oubliez que je travaille ici depuis des années. J'entends des choses. » Il secoua la tête, amusé, et ouvrit la bouteille. « Très bien. Alors à ce premier immeuble.
Ils trinquèrent en silence. Après quelques instants, Claire posa son verre et le regarda avec sérieux. « Vous avez changé, Jean-Luc. » Il resta pensif un moment avant de répondre. « Ou peut-être que je suis simplement devenue la personne que j'aurais dû être depuis le début. » Elle hocha la tête, comme si elle savait que cette réponse lui avait coûté. La route était encore longue. Son nouveau projet n'était qu'une idée fragile et il aurait à se battre pour lui donner vie. Mais pour la première fois, il avançait avec une conviction qui ne reposait pas sur l'argent ou le pouvoir. Il avançait parce qu'il savait, au plus profond de lui, qu'il faisait enfin quelque chose qui avait du sens. Les mois passèrent et le projet de Jean-Luc Moreau prit forme. Ce qui, au départ, semblait être une lubie d'homme d'affaires, repenti devint un modèle étudié par des urbanistes et des économistes. Son fonds immobilier, fondé sur la réhabilitation sans expulsion et l'accessibilité des loyers, attira des investisseurs que personne n'avait vu venir, des entrepreneurs sociaux, des familles fortunées, cherchant à investir de manière responsable, et même d'anciens concurrents intrigués par cette approche inhabituelle. Les médias commencèrent à s'intéresser à lui sous un jour nouveau. Là où on le décrivait autrefois comme un requin insensible, il était maintenant présenté comme un pionnier d'un capitalisme plus humain. Mais Jean-Luc se méfiait des étiquettes. Il ne voulait pas être un symbole, seulement quelqu'un qui tentait de corriger ses erreurs. Un matin, alors qu'il visitait l'un des premiers immeubles rénovés sous son nouveau modèle, il tomba sur une famille qui s'apprêtait à emménager. Une femme, avec 2 enfants accrochés à ses jambes, s'approcha timidement. « C'est vous, monsieur Moreau ?» Il hocha la tête. « Oui. » Elle hésita un instant, puis souffla émue. « Merci. » Un simple mot, mais il pesa plus lourd que tous les contrats qu'il avait signés dans sa carrière. Il comprit alors que son véritable héritage ne serait pas fait de tours, de verres et d'immeubles de luxe, mais de vies qu'il aurait aidé à stabiliser, de quartiers qui auraient pu survivre à la gentrification, de petits gestes qui, mis bout à bout, formaient un changement réel. Un soir, en rentrant chez lui, il trouva Claire dans la cuisine, comme toujours. Mais cette fois, elle ne portait pas son uniforme. « Vous partez ?» demanda-t-il en voyant son sac posé près de la porte. Elle sourit doucement. « Oui. Grâce à vous, j'ai pu économiser, trouver un meilleur travail. Et ma sœur n'a plus besoin de mon aide quotidienne. Il est temps pour moi de faire autre chose. » Jean-Luc sentit une étrange nostalgie monter en lui. « Je suppose que c'est moi qui devrais vous remercier alors. » Claire haussa un sourcil. « Vous remercier? Pourquoi ?» Il la regarda un instant avant de répondre. « Parce que sans vous, je n'aurais jamais changé. » Elle le fixa un instant puis hocha la tête. « Prenez soin de vous, monsieur Moreau. »« Vous aussi, Claire. » Elle franchit la porte et disparut dans la nuit. Jean-Luc resta là un instant, seul dans sa grande maison silencieuse. Mais cette fois, ce silence ne lui sembla plus aussi pesant. Il venait de perdre l'un des derniers liens avec son passé. Mais il savait, au fond de lui, qu'il avait enfin trouvé la bonne direction.